Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et on va commencer l'édition d'aujourd'hui, du lundi 23 novembre 2020, avec le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a inauguré hier la 3e édition du Salon et de la Conférence internationale du transport intelligent au Proche-Orient et en Afrique. Le porte-parole de la présidence, ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le Salon et la Conférence internationale de la technologie du transport au Moyen-Orient et en Afrique cadrent avec l'expansion de l'État dans le domaine de la construction des villes intelligentes. Ceci a exigé l'installation des systèmes de transportation modernes pour promouvoir la performance des réseaux routiers et réduire le temps et les coûts des voyages ainsi que les taux de consommation de carburant. L'expansion des transports intelligents vise essentiellement à augmenter le taux des échanges commerciaux et à réduire les taux d'accidents et contribue efficacement à la préservation de la nature. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le gouvernement pour les indicateurs économiques positifs qu'il a réussi à réaliser malgré la pandémie du coronavirus, ce qui lui a valu les louanges des grandes institutions financières internationales qui ont salué la haute performance de l'économie égyptienne au cours de cette crise pandémique. Le point avec Dalia Kara. Menée par le gouvernement et les politiques financières équilibrées fortement soutenues par le président Abdel Fattah el-Sisi ont donné à l'économie égyptienne une certaine résilience face à la crise de coronavirus de manière à contribuer à réduire les effets de la pandémie sur les secteurs et les catégories les plus touchées via un paquet de soutien à l'activité économique s'élevant à 2% du PIB, a déclaré vendredi 20 novembre le ministre des Finances Mohamed Maïd dans un communiqué. La performance de l'économie égyptienne est toujours saluée par les institutions internationales avec en tête le Fonds monétaire international, a ajouté M. Maïd. Nous avons réalisé une croissance positive et un excédent primaire et nous avons aussi réussi à contracter le déficit total en dépit de la crise de coronavirus, a-t-il dit, affirmant que les citoyens n'avaient ressenti aucune pénurie dans les produits de base. Des experts du FMI prévoient que l'économie égyptienne atteindra un taux de croissance de 2,8% pendant l'exercice 2020-2021, après avoir enregistré 3,6% pendant l'exercice financier écoulé malgré les conséquences de la crise du Covid-19, a précisé le ministre des Finances. M. Maït a affirmé que les résultats des consultations menées en visioconférence avec la mission du FMI sur la performance de l'économie égyptienne pendant la période du 4 au 18 novembre 2020 avaient confirmé la reprise de l'économie au-delà de toutes les prévisions précédentes des experts du Fonds monétaire international, ce qui ferait la voie à l'obtention par l'Égypte d'un financement supplémentaire de 1,6 milliard de dollars dès que le Conseil des gouverneurs du FMI approuvera les résultats de la revue qui seront soumis dans quelques semaines. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a exprimé samedi son appréciation pour tous les personnels dans les domaines de la presse et des médias en Égypte et dans les différents pays du monde pour leurs efforts déployés dans la collecte des informations et la sensibilisation des citoyens. Ces propos ont intervenu dans son allocution enregistrée prononcée à l'ouverture d'une conférence sur l'avenir des médias en Égypte et dans le monde, à laquelle participe un panel de professionnels des médias d'Égypte et du monde entier. M. Madbouli a commencé l'allocution en exprimant ses sincères remerciements pour sa participation à cette importante conférence qui se tient virtuellement en raison de la pandémie du Covid-19 et ses répercussions qui se déroulent. Le vote de la première phase du deuxième tour des législatives 2020 a démarré ce lundi 23 novembre dans 14 gouvernorats et s'étalera sur 2 jours. À cet effet, le ministre du Développement local, Mohamed Sha'raoui, a affirmé l'achèvement des préparatifs nécessaires pour garantir le bon déroulement du processus électoral dans tous les gouvernorats de la première phase. Il a d'ailleurs ajouté que toute forme de propagande électorale était résolument interdite dans les différentes municipalités.
Le ministre a déclaré que toutes les mesures préventives contre le Covid-19 étaient prises pour enrayer la propagation de la pandémie et seront appliquées dans tous les bureaux de vote, ajoutant que les opérations de désinfection se poursuivront durant le vote pour prémunir les votants contre le coronavirus. Par ailleurs, les expatriés égyptiens poursuivent ce lundi le vote au deuxième et dernier jour du second tour des législatives 2020. Le vote se déroule jusqu'à 21h dans les consulats et les ambassades de l'Égypte. Le ministère des Affaires étrangères avait appelé les expatriés à accéder au site officiel de l'Autorité nationale des élections pour imprimer les bulletins de vote et les envoyer via courrier au siège de la mission diplomatique. Ce second tour concerne 14 gouvernorats, dont Gizeh, Luxor, Aswan et Alexandrie. Les marines égyptiennes et russes ont commencé jeudi les manœuvres en mer Noire sous le nom de Friendship Bridge 2020 à l'aide d'armes réelles et de munitions, tandis que les activités des manœuvres aériennes Niles Eagles One entre les forces aériennes soudanaises et égyptiennes ont été lancées. Plus de détails dans ce commentaire. Les marines égyptiennes et russes ont commencé jeudi leur exercice militaire conjoint baptisé Friendship Bridge 3 dans les eaux territoriales russes de la mer Noire. Le porte-parole militaire égyptien Tamer Refaï a annoncé que les exercices conjoints ont débuté après l'arrivée des navires et des unités égyptiens au port russe de Novorossiysk. Ces exercices navals entrent dans le cadre de la coopération militaire entre l'Égypte et la Russie. Les forces conjointes des deux pays mènent également des exercices de réapprovisionnement en mer, recherche des navires suspects, fournissent une assistance à un navire naufragé et des tentatives de sauvetage. Il est à noter que les manœuvres russo-égyptiennes Friendship 2020 se déroulent du 17 au 24 novembre à Novorossiysk et sur le terrain d'entraînement naval de la flotte de la mer Noire. 3 navires de guerre égyptiens ont traversé le Bosphore pour participer à ces exercices avec la force navale russe en mer Noire. Ces exercices terrestres et maritimes sont les premiers du genre dans la mer Noire et sont organisés par les marines russes et égyptiennes depuis 2015. Les navires de l'Égypte et de la Russie seront accompagnés d'avions et travailleront sur des tâches conjointes pour protéger les routes maritimes contre diverses menaces, a déclaré le ministère russe de la Défense, tel que rapporté par Asia Times. D'autre part, l'Égypte et le Soudan ont lancé des exercices militaires conjoints, a annoncé l'armée égyptienne dans le dernier signe d'un approfondissement des liens de sécurité entre les voisins de la vallée du Nil. L'armée égyptienne a déclaré dans un communiqué que les exercices de combat conjoints baptisés Niles Eagle One se déroulent au Soudan et dureront jusqu'au 26 novembre. Les exercices comprennent la planification et l'exécution d'activités de combat ainsi que des groupes commandos menant des missions de recherche et de sauvetage selon le communiqué. Des manœuvres arabes conjointes baptisées Sif al-Arab ou l'épée des Arabes ont démarré dimanche sur la base militaire de Mohamed Naguib sur le littoral nord de l'Égypte. 6 pays arabes prennent part à ces exercices militaires, à savoir l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, Bahreïn et le Soudan. Ces manœuvres qui se déroulent du 17 au 26 novembre courant s'inscrivent dans le cadre de l'approfondissement de la coopération militaire avec les autres pays arabes. L'Égypte est impatiente à participer à la prochaine série de pourparlers trilatéraux avec l'Éthiopie et le Soudan au sujet du barrage éthiopien de la Renaissance sur le Nil, un fleuve partagé par les 3 pays, a déclaré jeudi le ministère égyptien des Affaires étrangères. La déclaration du ministère égyptien est survenue après que les ministres des Affaires étrangères et de l'eau des 3 pays se sont réunis de manière virtuelle. Le ministère a indiqué que l'Égypte souhaitait parvenir au plus vite à un accord juridique contraignant sur la manière d'exploiter le barrage géant construit par l'Éthiopie. Les détails dans ce commentaire de Dalia Karam.
Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques Mohamed Abdelghati ont participé à une réunion virtuelle à 6 des ministres des Affaires étrangères ainsi que de l'eau d'Égypte, du Soudan et d'Éthiopie. La réunion tenue jeudi est présidée par l'Afrique du Sud qui assume la présidence tournante de l'Union africaine à porter sur l'évolution des négociations en cours sur le barrage éthiopien de la Renaissance effectué sous les auspices de l'Union africaine. Lors de la réunion, l'Égypte a mis l'accent sur l'importance de la reprise de ces négociations afin de parvenir dans les délais les plus brefs à un accord juridique contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage. Lors de la réunion, l'Égypte a mis l'accent sur l'importance de la reprise de ces négociations afin de parvenir dans les plus brefs délais à un accord juridique contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage. L'Égypte a fait part de son souhait de participer au prochain round de négociations entre les 3 pays prévus dans les tout prochains jours. Les négociations visent à parvenir à un accord juste et équilibré qui réalise les intérêts communs des 3 pays et sauvegarde leurs droits hydriques. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a également souligné la nécessité de parvenir à un accord juste et équilibré qui protège les intérêts communs des 3 pays et préserve leurs droits en matière d'eau. Au cours de la dernière série de pourparlers trilatéraux qui s'est tenue au début du mois, l'Égypte a exprimé son mécontentement face à l'absence de progrès dans les négociations. L'Éthiopie a commencé à construire le grand barrage de la Renaissance d'Éthiopie en 2011, suscitant l'inquiétude du Soudan et de l'Égypte, des pays situés plus en aval. Au cours des dernières années, les pourparlers trilatéraux sur les règles de remplissage et de fonctionnement du grand barrage éthiopien, y compris ceux qui ont été parrainés par les États-Unis et l'Union africaine, sont toujours restés infructueux. Le FMI, Fonds monétaire international, a annoncé jeudi dernier son accord de principe pour le déblocage d'une seconde tranche d'aide de 1,6 milliard de dollars en faveur de l'Égypte dans le cadre de son programme d'aide. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international avait approuvé le 26 juin un programme d'un montant total de 5,2 milliards de dollars avec le décaissement immédiat de 2 milliards de dollars pour faire face à l'impact de la pandémie de coronavirus. Ce plan prévoit des réformes économiques et d'une durée de 12 mois. Il a été conclu dans le cadre de ce que le Fonds appelle un accord de confirmation. Après avoir passé en revue la mise en œuvre de ce plan, le Fonds monétaire international a trouvé un accord avec les autorités égyptiennes en vue du déblocage d'une seconde tranche de 1,6 milliard, a précisé le Fonds dans un communiqué. Cet accord est soumis à l'approbation du conseil d'administration du FMI qui aura lieu dans les semaines à venir, a-t-il ajouté. L'économie égyptienne évolue mieux que prévu malgré la pandémie, note le FMI. Les mesures de confinement, doublées d'une gestion efficace des crises sanitaires et économiques par les autorités et la mise en œuvre rigoureuse de leurs programmes politiques ont contribué à atténuer les effets de la crise, a-t-il estimé. Ce programme de 5,2 milliards vient en complément du déblocage de 2,8 milliards de dollars approuvé le 11 mai dans le cadre de l'instrument de financement rapide du FMI. Le Fonds monétaire international a effectué une mission en Égypte en format virtuel du 4 au 15 novembre. Le Bloomberg Forum for New Economies a choisi l'Égypte et les Émirats arabes unis comme modèle pour les économies émergentes de la région après la pandémie de coronavirus en raison des réformes économiques et des opportunités qui caractérisent les 2 pays malgré les défis économiques au niveau régional et mondial. Le point avec Dalia Karam. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, a déclaré que la nouvelle situation après le Covid-19 verra l'essor de nombreuses économies au niveau régional et international, y compris l'Égypte, et créera un état d'intégration entre les économies émergentes du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie, d'une manière qui améliore la croissance, la résilience et le développement dans ces pays. Elle a indiqué que 2020 serait une année critique pour l'essor de nouvelles économies dans la région afin de parvenir à une croissance globale et durable. Madame El-Mashat a tenu ses propos lors d'une session au Bloomberg Forum for New Economies intitulée « L'essor des nouveaux marchés régionaux, la recherche de la flexibilité »
avec la participation de Dr Sultan Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées du gouvernement des Émirats arabes unis. Le Bloomberg Forum for News Economies a choisi l'Égypte et les Émirats arabes unis comme modèle pour les économies émergentes de la région après la pandémie de coronavirus en raison des réformes économiques et des opportunités qui caractérisent les deux pays malgré les défis économiques au niveau régional et mondial. La ministre de la Coopération internationale égyptienne a passé en revue les efforts de développement entrepris par l'État à travers des projets de partenariat avec le secteur privé, le programme de réforme économique et le renforcement de la coopération multilatérale afin de poursuivre le développement durable. Madame El Machat a précisé que l'Égypte avait réussi à créer un climat politique propice à stabiliser la macroéconomie en plus d'un programme de réforme économique solide pour devenir l'une des économies émergentes les plus importantes, soulignant le succès de la mise en œuvre du programme de réforme depuis 2016 et sa poursuite au niveau financier et monétaire. Objectif, créer un climat propice aux investissements directs étrangers, établir un partenariat public-privé et renforcer la coopération au développement avec des partenaires au développement multilatéraux et bilatéraux. À l'ouest du Caire, la forteresse de Chali, au cœur de l'oasis de Siwa, a été inaugurée après avoir été restaurée. Objectif, devenir une destination de l'écotourisme mondial. Voyons ensemble. Le 6 novembre 2020, la citadelle de Chali, monument phare de ce village, situé dans l'oasis de Siwa à 750 km à l'ouest du Caire, a été inaugurée après avoir été restaurée. Chali, qui signifie « chez moi » en langue siwi, est un impressionnant village du XIIIe siècle. Il a été érigé par les populations berbères installées à Siwa pour parer aux invasions bédouines. Les autorités égyptiennes qui veulent diversifier le tourisme vers de nouvelles régions et développer l'écotourisme ont décidé en 2018 de restaurer certains bâtiments de Chali situés dans l'oasis de Siwa. En 1926, 3 jours de pluie diluvienne rarissimes dans la région ont ravagé Chali. La citadelle bâtie en carachif, un mélange d'argile, ocre brun, de sel et de pierres opérant comme un isolant naturel dans une région où le climat peut être extrême, tomba alors en décrépitude. Les habitants abandonnèrent la cité. Il a fallu attendre 1984 et la construction de la route reliant Siwa au littoral méditerranéen et à la ville de Marsa Matruh, capitale de l'Ouest, pour que Chali commence à intéresser les touristes. En 2017, le gouverneur de Marsa Matruh a déclaré vouloir mettre en valeur cette destination enregistrée comme réserve naturelle depuis 2002. L'année suivante, un projet de restauration a été lancé, financé par l'Union européenne et mené par l'entreprise Kairat Environmental Quality International sous l'égide du gouvernement. Fier de ce projet essentiel, le ministre des Antiquités et du Tourisme Khaled El Anani reconnaît notamment l'urgence de relier Siwa au reste du monde. Soulignons la nécessité de travailler sur les infrastructures de la région, l'aéroport et surtout les routes. Aujourd'hui, selon un communiqué du ministère des Antiquités et des donateurs, le Caire veut que l'oasis devienne une destination de l'écotourisme mondial. Depuis une dizaine d'années, le nombre annuel de visiteurs étrangers à Siwa a beaucoup chuté. Selon les responsables, situé à 50 km de la Libye, en proie à la guerre civile, Siwa a pâti des troubles politiques et sécuritaires secouant la région depuis 2011. La crise du coronavirus contribue aussi à freiner son activité touristique. Mais doté de palmarès, de lacs, de sel et de vestiges antiques, l'oasis où vivent 30 000 personnes constitue un modèle de tourisme alternatif qui contraste avec les stations balnéaires de la mer Rouge à l'est et les grandes étapes des croisières nilotiques à Luxor et à Son, conçues pour un tourisme de masse. Alors, plus de 1200 ans après sa disparition, Héraclion est loin d'avoir révélé tous ses trésors. C'est ce qu'a indiqué l'Institut européen d'archéologie sous-marine qui mène des fouilles conjointes avec le ministère des Antiquités égyptiennes dans la baie d'Aboukir au large des côtes de l'Égypte. Voyons ensemble. La cité engloutie de Tonis Héraclion a été construite au 8e siècle avant notre ère à l'entrée du delta du Nil, non loin de la mer Méditerranée. Située à une position stratégique, elle est rapidement devenue le principal port de l'Égypte antique,
et un important centre de pouvoir religieux, notamment grâce à son temple principal dédié au dieu Amen-Gareb et bâti au cœur de la cité. Pourtant, Héraclion a bien failli rester dans l'oubli. Si la ville antique était mentionnée par plusieurs historiens et sur certaines constructions, il n'en subsistait aucune trace. Jusqu'à la fin des années 1990, où les ruines de la cité ont été découvertes par hasard dans la baie d'Aboukir au nord-est d'Alexandrie par Franck Godieu et son équipe. Sont suivis des fouilles qui ont révélé de nombreux trésors ainsi que la tragique fin de Héraclion. Au fil des recherches, les scientifiques de l'Institut européen d'archéologie sous-marine ont déterminé que la région avait été victime d'un tremblement de terre qui a provoqué d'importants glissements de terrain et un raz de marée. Une catastrophe qui serait survenue au milieu du IIe siècle avant notre ère, sous le règne du pharaon Ptolémée VIII, et qui aurait dévasté la cité déjà fragilisée auparavant par d'autres phénomènes géologiques. En nivelant la majeure partie de la ville, le raz de marée aurait entraîné une liquéfaction et des glissements de terrain dévastateurs qui auraient précipité certaines zones de Héraclion en pleine Méditerranée. Seuls quelques îlots auraient été préservés par la catastrophe. Des îlots qui auraient disparu au 8e siècle de notre ère, après la survenue d'une seconde catastrophe naturelle. Les expéditions menées dans la baie d'Aboukir ont mis au jour de nombreux restes de la cité, des statues monumentales, des sarcophages, des colonnes décorées de hiéroglyphes, des amulettes ou encore des dizaines de bateaux. Elles ont également permis de localiser une partie des vestiges du temple principal dans les profondeurs du Nil, des débris qui ont récemment pu être excavés. Au cours de la dernière campagne de fouilles en 2019, les plongeurs ont révélé des vestiges architecturaux du temple principal, des statuettes, des objets rituels ainsi que des pièces de monnaie. En revanche, ils ont été surpris par la découverte des ruines du petit temple de style grec qui remonterait comme le temple principal à la 30e dynastie, soit au 4e siècle avant notre ère. D'autres trouvailles ont été réalisées par les archéologues sous-marins, cette fois-ci sur le site de Canope ou Canopus, une ville antique qui a connu le même sort que sa voisine Héraclion et a terminé engloutie dans les profondeurs de la baie d'Aboukir. Avant d'être redécouverte en 1999 par l'équipe de l'Institut européen d'archéologie sous-marine qui y a révélé des temples et des monuments. Fin 2019, c'est une zone inconnue de Canope qui est apparue aux plongeurs grâce à une technologie inédite. Cette zone comprend de nombreux bâtiments sur près d'une demi-kilomètre carré et devait être occupée du 6e au 8e siècle avant notre ère, comme l'a suggéré la découverte parmi les débris de nombreux bijoux byzantins et de pièces en or mélangées à des pièces d'or islamiques. Néanmoins, bien de mystères restent à percer à Canope comme à Héracléon, affirme l'Institut européen d'archéologie sous-marine. Et de nombreux artefacts et vestiges pourraient encore se cacher dans les profondeurs des eaux égyptiennes. Les excellentes conditions de conservation suggèrent que de futures fouilles à cet endroit promettent potentiellement d'autres découvertes d'importance. La championne de tennis égyptienne Mayar Sherif, surnommée la fille d'or d'Égypte, se qualifie pour la finale du champion de Las Palmas en Espagne. Alors, Mayar Sherif est la première femme à représenter l'Égypte et à remporter un match au championnat du Grand Chelem et la première joueuse égyptienne à se qualifier pour les Jeux olympiques de 2021. Voyons ensemble.
La championne de tennis égyptienne Maya Sharif, surnommée la fille d'or d'Égypte, a continué son succès en réussissant à se qualifier pour la finale du championnat de tennis de Las Palmas en Espagne, après avoir battu l'Allemande Julie Niemeyer en 2-7 lors du match de la demi-finale. Maya Sharif s'est qualifiée pour la demi-finale du championnat de Las Palmas après avoir battu sa rivale belge Lara Salden en 2-7. Maya a réussi à se qualifier pour le deuxième tour après avoir battu l'Espagnole Marta Coste en 2-7. La championne égyptienne avait grimpé à la 132e place mondiale et à la deuxième place dans le monde arabe après avoir remporté le championnat international de tennis de Charleston aux États-Unis d'Amérique dans une belle réalisation. Maya Sharif est considérée comme la première joueuse égyptienne de l'histoire à atteindre le rôle principal dans l'un des championnats du Grand Chelem, après avoir atteint le rôle principal dans le championnat de Roland Garros en octobre dernier. Elle est également la première égyptienne à se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Restez avec nous sur Nile TV International avec la transmission en langue anglaise et bonne soirée. Au revoir.